Dans ma communauté, nous partageons un langage, le français. Nous l'avons appris avec différents accents, différentes expressions, car nous venons d'un peu partout sur cette planète. Notre histoire, notre culture sont différentes, mais c'est ce qui fait notre richesse. On nous appelle les francophones. Originaire d'ici ou d'ailleurs, j'ai rencontré celles et ceux qui forment la communauté francophone de la province d'Alberta au Canada. Dans ce podcast, ils nous racontent qui ils sont, d'où ils viennent et quels sont les liens qu'ils entretiennent avec la langue française. Ce podcast vous est proposé par la Cité des Rocheuses, centre culturel, communautaire et d'accueil francophone en Alberta. Pour ce 4e épisode, j'ai rencontré Étienne. Français d'origine, il a rejoint le Canada il y a 40 ans. Il nous raconte ses origines du pays gascon, d'où il tient son bel accent chantant. Il nous partage aussi son intégration au Canada de la Colombie-Britannique à l'Alberta, où il a pu exprimer ses talents artistiques auprès de la communauté francophone. Musicien aux multiples facettes, il nous partage sa créativité débordante et vous invite à écouter une de ses compositions, le tango du confiné. Belle écoute à tous et à toutes. Eh bien, bonjour, je m'appelle Étienne Granger-Praderas. Je suis originellement de la France et je suis arrivé au Canada il y a à peu près 40 ans. Je viens du sud-ouest de la France, du pays des Gascons, en plus près de la ville de Pau, et ça s'appelle le pays des Gaves à Naï. J'ai passé toute mon enfance. Ma mère venait de la montagne d'Arbeos, mon père de la plaine. Et nous étions vraiment très près de Naï, à un petit village qui s'appelle Igon. Et j'ai vécu là. Après, j'étais faire mes études à Toulouse. Et après les études à Toulouse, je suis quand même resté travailler dans le coin pendant quelques années. Et puis venir au Canada, découvrir le Canada, adorer le Canada et devenir Canadien très vite. Quand je suis arrivé ici, je n'avais absolument aucune idée. J'ai rencontré 2 gars un soir au bord de la plage et je leur ai demandé ce qu'ils faisaient. Ils m'ont dit qu'ils s'en vont au Canada pour skier. C'était au mois de septembre. Je peux venir avec vous? Et ils ont dit oui. Alors je suis passé chez moi, j'ai pris la brosse à dents et je suis parti au Canada. Quand on est arrivé au Canada, on a acheté un petit camion à Montréal, un petit van, et on a traversé tout le Canada en camion jusqu'à Vancouver. Et quand je suis arrivé à Vancouver, nous avons fait du ski et j'ai eu l'occasion de rencontrer ma future épouse. Elle était de Vancouver et je l'ai rencontrée en fait à Whistler. J'ai dû revenir en France parce que j'avais laissé beaucoup d'affaires en plan en France. Donc, je suis rentré en France. J'ai travaillé pour Total, à l'époque Elf Aquitaine, pendant 2 ans comme ingénieur pour eux dans leur centre de recherche. Et puis, un jour, ma future épouse m'a demandé si elle pouvait venir visiter et pendant quelques semaines. Et en fait, elle est venue, elle est restée presque 1 an. Elle est allée à l'université à Pau. Et puis, finalement, après 1 an et demi, je comptais revenir, moi, j'aimais beaucoup le Canada, je comptais revenir avec Elf Aquitaine et Total, donc au Canada, mais pendant que je travaillais avec eux en France, ils ont vendu tous leurs intérêts au Canada, donc ils n'avaient plus aucun intérêt, et moi, je n'avais d'intérêt que de repartir au Canada, donc j'ai laissé mon boulot en France, on a pris les skis et on est parti directement au Canada. Nous sommes revenus directement à Vancouver et en fait, le même soir que je suis arrivé, j'avais déjà une proposition de travail pour aller travailler dans un restaurant français à Whistler, où on s'en fichait de mon accent et de mon manque d'anglais. Depuis Whistler, nous sommes restés là pendant seulement 1 année. Après cela, ma femme était enceinte, nous avons commencé à avoir des enfants. Nous sommes revenus à Vancouver, puis à White Rock, où nous avons passé 7-8 ans. Et ensuite, après un jour, ma femme travaillait pour une
pour la banque. Donc, on a eu une proposition de travail à Calgary et vraiment, on s'ennuyait un peu à Vancouver. Vancouver, c'est très joli, mais la situation de travail est difficile là-bas. À moins qu'on travaille pour l'industrie du tourisme, des choses, mais vraiment, je trouvais que c'était trop difficile. Et puis, c'est vraiment la Colombie-Britannique. Et mon accent français ne marchait pas trop bien. Et, en fait, j'ai rencontré très, très peu de personnes à Vancouver. Pendant les 8 ans que je passais là, juste vraiment une poignée de francophones. Malgré que j'enseignais dans les écoles comme suppléant pendant quelques années, j'ai rencontré vraiment une poignée de personnes. J'étais très surpris quand je suis arrivé à Calgary de voir tous les francophones ici, de tous les pays en fait, et puis des centres communautaires et déjà vraiment une belle communauté francophone ici. Je suis arrivé à Calgary en 89, aussitôt après l'année après les Olympiques. Tout le monde était encore sous pression à cause des Olympiques, donc le moral remontait beaucoup. Et à l'époque, vraiment, le pétrole était encore vraiment en panique, mais il se trouvait que dans les universités d'Alberta, on commençait à découvrir comment on pouvait exploiter ces pétroles bitumineux du nord de l'Alberta. Donc, c'était tout nouveau. Donc, Calgary reprenait de l'espoir, en fait. Il ne se commençait pas vraiment à repeupler, mais les choses remontaient petit à petit, jusqu'à ce qu'il s'est comment exploiter vraiment le pétrole. Et puis tout d'un coup, les choses se sont remises en marche. J'avais fait des études d'ingénieur et d'architecte en France, que je n'ai jamais utilisées ici, parce que le temps que j'arrive ici, vraiment, c'est un pays où j'avais l'impression que je pouvais faire ce que je voulais. En fait, c'est ce que je voulais faire. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait l'enseignant comme suppléant parce que j'avais des bonnes connaissances universitaires et je les intéressais. Ensuite, j'ai fabriqué des guitares et des instruments de musique pendant 10 ans. Et puis après, j'ai fait une petite entreprise de plâtrerie pendant quelques années et une petite entreprise de peinture quand je me suis fait mal au dos, de peinture en bâtiment pendant quelques années de plus, jusqu'à ce que je prenne la retraite. J'ai trouvé beaucoup au Canada qu'il y avait beaucoup d'espace quand on vient de France et quand il y a 70 millions de personnes sur une superficie qui est grande comme l'Alberta. Quand on arrive ici, tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a tellement d'espace pour tout le monde, malgré que ce ne soit pas vraiment vrai. Mais ça donne vraiment, au cerveau, ça donne un coup, ça donne comme tout est possible ici. Et que les politiques ne se font pas au bistrot et à se plaindre tout le temps. Et c'était tout nouveau pour moi. Oui, moi, ici, j'ai trouvé que quand on vient de France, il y a deux choix. Ou on adore tout de suite et on ne pense qu'à devenir citoyen canadien. On ne pense qu'à ça. Et on se voit aussitôt qu'on arrive ici, qu'on commence à travailler, on dit jamais plus je repars en France travailler, jamais plus, parce que les conditions sont tellement différentes ici. Et puis il y a d'autres personnes qui viennent de France et qui vraiment ne pensent qu'à repartir en France, qu'ils adorent le Canada, c'est joli, mais ils ne sentent pas ce besoin d'en faire leur pays. Aussi que c'est dur d'être loin de la France et de sa famille, mais il y a tellement d'opportunités ici pour les enfants, si tu les élèves ici. Quand tu regardes les chances en France, par exemple, ici, je trouvais, quand on demandait aux enfants, les enfants, quand ils sortent de l'école ici, ils se disent, qu'est-ce que je vais faire? Pour qui je vais travailler? Et c'est très, très différent. En France, toutes les écoles pensent à nous mettre au travail pour quelqu'un, alors qu'ici, on se met au travail pour soi-même d'abord. Et si on ne peut pas, on cherche du travail avec quelqu'un. Donc, c'est vraiment une atmosphère très différente. Et pour mes enfants, par exemple, j'étais très heureux d'élever mes enfants ici. Je leur ai parlé français. Et ils parlent tous les deux bien français quand ils veulent pas souvent parce qu'ils sont racailles. Même, ils parlent mon fils est parti en France pendant 3 ans faire la cuisine, bien le français, et ma fille a fait le français jusqu'à l'université, donc elle parle très très bien aussi.
Alors qu'à mon époque, c'était pas du tout. Tu vois, moi, par exemple, le langage, mes parents le parlaient, le vieux langage de la Gascogne, ils le parlaient entre eux quand on était petits, mais ils nous parlaient français à nous, parce que ma mère était professeure. Donc à nous, ils nous parlaient aux enfants, ils parlaient français. Entre eux, ils parlaient le gascon, et avec ma grand-mère aussi qui vivait chez nous. Et donc on l'a appris sans jamais le parler. Mais on pouvait le comprendre très très bien à la fin que je suis parti. Et la première fois que j'ai eu la chance de le parler, c'était quand on a passé en terminale pour aller passer le bac. C'était la première année dans l'éducation où on nous avait demandé, on pouvait passer un concours au bac pour parler le gascon. Appelé l'occitan. En fait, c'est l'occitan, mais c'est une branche de l'occitan, le gascon. Première fois, quand je suis arrivé en terminale, qu'on a eu 10 heures de gascon. À passer, vraiment, c'était. Toi, c'était malheureux parce qu'après ça, je suis parti à l'université à Toulouse. Plus d'occasion de le parler vraiment, et je ne m'y suis remis à m'intéresser au gascon que récemment, vraiment, dans les 10 derniers années, parce que j'ai accès à l'Internet et que tout d'un coup, tout ce que je voulais savoir, j'ai pu le trouver. J'ai retrouvé beaucoup de musique que quand j'étais jeune, je n'avais aucune occasion d'aller écouter. Alors que maintenant, je peux écouter toute cette musique, je peux voir les costumes, je peux voir tout ce renouveau de mon pays. Mais j'en suis loin, mais quand même, je garde un contact avec. Les enfants, ils sont venus plusieurs fois en France et dans mon coin de France. Et ils sont venus plusieurs fois, ils ont avec ma famille très, très bien ça. Donc, ils connaissent la culture. Malgré ça, le gascon lui-même, non. Il se perd encore, il n'est pas facile, il ne se parle pas partout, donc le gascon, non. Mes petites filles, par contre, je leur parle français quand elles viennent pour les étés. Et elles ne comprennent pas tout, mais si je dis par exemple le matin quand elles arrivent, bonjour mes chéris, elles se tournent toutes les deux, elles me disent bonjour mes chéris. Il y a des choses ici que je n'ai jamais oubliées de la France, c'est la bouffe. Moi, je me fais le pain ici depuis 15 ans. Le pain, tu as vu, il n'y a pas de boulanger. Je fais du pain, des miches, 2 ou 3 fois par semaine, je fais les miches. Et je fais la cuisine, moi c'est la France, alors on est à la retraite intense, on fait une grosse bouffe à midi. Un repas avec les entrées, un coup de vin rouge, le fromage du pays, la salade, et le dessert et le café, tous les jours à midi. Et le soir, on ne mange pas. Donc c'est notre grand repas, et ça me fait plaisir. Faire la cuisine, hier, je nous fais les crèmes brûlées et tout ce que tu veux. De faire la couronne des rois de l'Épiphanie. Et j'ai pas peur de la faire au mois de décembre ou au mois d'octobre, ça me dérange pas du tout. Tu sais, je trouve de tout. Il y a des choses que tu as trouvé, tu vas chez les Italiens. Sauf que les saucissons, ça, ils aiment mettre leurs propres épices dedans. Pareil pour les Allemands, il y en a, mais les Hongrois, ça, tout le monde. Les saucissons français avec rien du tout dedans, que du sel, du poivre et de l'ail, c'est difficile à trouver. Mais chez les Italiens, quelquefois, on en trouve. Vraiment, je suis ici depuis longtemps et il n'y avait que le pain qui m'ennuyait. Alors, le pain, je le fais. Depuis 15 ans, je fais le pain. Et vraiment, tout le monde, et puis quand les copains et les copines ils viennent, première chose qu'ils font, t'as fait le pain? Ou si tu fais le pain, fais un pour moi. L'Alberta, moi, je trouvais que, surtout à Calgary, on venait de la Colombie-Britannique où les choses sont différentes. Par exemple, je trouvais que quand ils faisaient un budget, par exemple, pour faire... c'est le gouvernement qui décidait où les sous allaient, et puis après, s'il en restait un peu, on laissait parler le petit peuple pour dire où c'est. Alors qu'ici, à Calgary, par exemple, il y avait plus de pistes cyclables à Calgary que dans tout Vancouver. Aperçu, et c'est parce que ici à un moment donné il y avait des sous et quand il fallait faire des choses pour la communauté, on laissait les gens demander. C'était pas imposé. Donc c'est pour ça qu'on se retrouvait avec toutes ces pistes cyclables, tellement de parcs pour choses ça c'est pas pareil du tout à Vancouver. Et toi, donc quand je suis arrivé ici, je trouvais que c'était très bien. Plus les gens, je parlais français là,
je pouvais parler français dans les magasins et tous les gens, s'ils m'entendaient parler, même en anglais, ils me parlaient en français. En français, et que malgré qu'ils ne connaissent que 4 mots, ils étaient très heureux de me montrer qu'ils avaient été à l'école en français, que bonjour, comment ça va, et ils connaissaient tout ça, et ils avaient beaucoup de plaisir à me montrer ça. Parler français, ils voulaient te dire les 4 mots qu'ils connaissaient, te dire qu'ils avaient été à l'école en français. Et en fait, c'était marrant parce que quand je suis arrivé à Calgary, il avait fait un sondage et il y avait presque 70 000 personnes qui parlaient français. À l'époque, il n'y avait que 700 000 personnes à Calgary. 700 000 personnes, il y avait 70 000 qui disaient qu'ils parlaient français. En fait, la plupart d'eux, c'était des enfants qui avaient été à l'école en français. Ils étaient très fiers d'avoir appris le français et malgré qu'ils ne le parlent jamais ou très peu, ils se considéraient francophones. Je travaillais dans un magasin de musique et je fabriquais des guitares. Il y avait une vieille dame qui venait toujours et puis je l'entendais arriver, elle venait devant, elle disait je viens de faire arranger la guitare. Alors le gars il disait oh je vais vous l'arranger. Non, 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 je veux que ce soit l'Irlandais qui me le fasse. Mon accent français du Gascon, tout d'un coup, dans sa tête, c'était de l'Irlandais. J'ai rencontré des gens de la CFA, j'ai reconnu qu'il y avait une communauté là, et je me suis impliqué plus ou moins. J'adore faire de la musique, et j'ai fait beaucoup d'art et de musique toute ma vie. Mais je n'ai jamais eu le besoin d'en faire une profession. Pour moi, l'art et la musique, c'était toujours quelque chose que j'adorais, mais qui n'était vraiment pas associé à gagner des sous avec. Vraiment, ça... c'était pas du tout dans mon idée. Donc, j'en ai fait tout de même beaucoup et j'ai écrit beaucoup de chansons en français en fait. J'ai eu 3 orchestres en français, j'ai fait de la musique en français en Alberta pendant 30 ans sans arrêt. Et vraiment, je dois dire que avec mon accent français, quand j'essaye de chanter en anglais, ça fait rire les gens un peu. Alors, il n'y avait pas de problème. Pour parler en français, j'ai trouvé non, puisqu'il y avait une communauté ici, malgré qu'ils n'aient pas toujours été très intéressés à ma musique, parce que ma musique, elle est comme moi, elle est gasconne, c'est une musique mousquetaire, je suis très folk. J'adore la musique du monde, les reggae, la musique africaine, la musique celtique, la musique espagnole. Ça, c'est moi. Alors qu'ici, quand on parle de musique folklorique, c'est vraiment musique d'Amérique du Nord. Que ce soit le blues, que ce soit le rock and roll, que ce soit la musique folklorique. C'est très différent de ce que je fais. Donc, je m'en fichais vraiment parce que moi, je fais la musique pour moi et pour mes copains français. On s'amusait beaucoup. Mais reçu bien moins. Je suis un chien dans un jeu de quilles un peu. Déjà, mon accent n'est pas du pays. Alors, parce qu'ici, il faut reconnaître qu'en Alberta, les gens parlent français et ils ont leur propre accent, qui est très joli. Mais ils se reconnaissent tout de suite. Cet accent d'Alberta, c'est une appartenance à la communauté automatiquement. Les gens se reconnaissent, ils reconnaissent leurs accents et ils sont fiers de leur français. Et moi, vraiment, mon accent, je ne peux pas le changer. Tu vois, après 40 ans, je rentrais à la maison, première chose qu'on me disait, oh, tu as perdu ton accent. Appelle le Canadien. J'ai rencontré des musiciens le long de la route, c'est tout. Aussitôt qu'on parle français, on se disait, musicien, on parle français, donc automatiquement on faisait ça. Je dois reconnaître que beaucoup de mes musiciens étaient africains. Il y a quand même 47 pays au monde qui parlent français et les Africains, ils adorent la musique. Et vraiment, je suis européen plus que nord-américain quand ça vient de faire des communications. Alors, je n'avais aucun problème à communiquer avec les Africains. Et au point de vue musique, on s'entendait très, très bien. Et en fait, pour moi, c'était un peu la communauté. Ces Africains, on s'entendait tellement bien que c'était vraiment mes francophones. Si je m'entendais mieux, par exemple, qu'avec des gens qui viennent du Québec, où je n'ai pas de racines et c'est un peu plus difficile. Notre culture est tellement différente, surtout dans mon petit coin de France, dans le sud-ouest.
Donc, souvent, les relations avec les gens qui viennent du Québec étaient un peu brouillées parce que c'est difficile de se comprendre. Et puis moi, tu as vu, je suis un peu... je suis le chêne, là, que je ne suis pas facile à bouger d'un côté ou de l'autre. D'habitude, quand les gens jouent de la harpe celtique, c'est toujours des femmes avec des grands cheveux et des grandes robes en velours noir avec des étoiles et des lunes. Alors, j'étais là aussi pareil. Moi, je fais de la musique et puis je fais pas vraiment. Je connais Alan Stivell, je peux jouer la musique celtique, j'adorais ça. La musique bretonne, c'était vraiment préféré. Alan Stivell, j'adorais ça. Et je l'ai appris tout seul. Mais sinon, je fais beaucoup, par exemple, sur la harpe, je fais beaucoup de reggae. Je fais de la musique espagnole, de la musique africaine, beaucoup de choses qui sont folkloriques et pas vraiment attachées à la musique celtique. Moi, je me suis mis au ukulélé depuis 3 ou 4 ans et j'y ai mis au moins une cinquantaine de personnes dedans. Le ukulélé. Et tu vois, avec le ukulélé, par exemple, en 30 ans, je n'ai jamais joué la musique de personne que de moi. Parce que j'écris des chansons et je suis un auteur-compositeur et ça ne m'a jamais intéressé de chanter les chansons des autres, ni de les apprendre, ni aucune. Et puis, depuis que je me suis mis au ukulélé, tout d'un coup, j'avais presque 60 ans et j'ai trouvé l'occasion d'arranger un peu mon cerveau en m'obligeant à mémoriser les choses. Donc, j'ai mémorisé au moins une centaine de chansons en français et autant en anglais. Donc, ça me permet de faire... Et en français, c'était très intéressant parce que beaucoup de choses comme Dis-moi, Céline, Santiano, toutes ces chansons folkloriques, tout d'un coup, avec le ukulélé, elles deviennent tellement faciles. Et puis, quand on les chante, grand plaisir avec quand les Français arrivent, on se fait toutes ces chansons. On adore ça. Je joue beaucoup d'instruments. Je joue le keyboard, je joue la flûte, je joue les tambours, je joue la harpe, les guitares, la basse. Je joue de tout. Mais pas intéressé à financer les choses. Et même quand je joue les chansons des autres, je les joue dans la tête. J'ai appris Tino Rossi, Petit Papa Noël. Je le joue depuis 3 ou 4 ans, on le joue avec les copains. Parce que je l'ai trouvé, je le joue. Et c'est seulement cette année que j'ai été sur l'Internet et puis j'ai été l'écouter. Oh merde, on le chante tout faux. De musique, j'ai fait beaucoup de sculptures, de peintures, beaucoup de choses. Dans les 6 derniers mois, plus que j'en avais fait en 4 ou 5 ans. Donc c'est le yin et le yang, tu vois, en fait, moi, mais je dis, j'ai beaucoup de chance, je suis à la retraite. Et j'ai vraiment de la chance d'être à la retraite parce que si avoir les enfants maintenant jeunes et puis devoir les amener à l'école avec ce coronavirus et les problèmes que ça pose et tout ça, je dis, j'ai de la chance. Et le seul problème, c'est que je ne peux pas voir mes petites filles en ce moment. Je peux les voir avec l'iPad, mais je ne peux pas vraiment les embrasser. Et ça, c'est un peu plus ennuyeux. Alors, on fait attention de rester en bonne santé, qu'au moins quand ce coronavirus est parti, qu'on puisse les embrasser bien à nouveau. On n'a pas le choix, il faut prendre notre mal en patience. J'ai écrit une chanson récemment que j'ai envoyée à tout le monde qui s'appelle « Le tango du confiné ». Très occupé à ne rien faire, je m'absorbais en rêverie. Aux retombées de mes rêves, je me trouvais fort surpris. Torse bombé, front relevé, l'ennui se tenait face à moi. L'air assuré, bien décidé, il m'enlace dans ses bras. Il glisse alors d'un petit pas, puis d'un long pas dans la lancée. Sans hésiter, le dos cambré, je le reflète à pas glisser. Puis tournoyant sur ses talons, jambes galbées, jeu de mollets, il revire promptement et me ravit à petits pas. D'une
d'une pièce à l'autre. Je suis l'ennui pas à pas, comme un navire qui tangue. Je m'en vais de ci de là, cœur chaviré, tête embrumée. Je me serre dans ses bras, il m'attire et me repousse, puis il m'embrasse à petits pas. Je suis perdu, je suis fourbu, tous mes rêves se sont fondus, d'un mur à l'autre rebondir, sans grand espoir d'enfin sortir. Je tourne en rond dans la maison, répétant la même chanson. Elle n'est vraiment pas raffinée, c'est le tango du confiné. Un grand merci à Étienne pour son témoignage et sa joie de vivre contagieuse. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis, votre famille ou sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle rencontre. Pour tout savoir des actualités de notre centre communautaire et culturel, allez consulter notre site internet www.citedesrocheuses.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très bientôt.